Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube Mon Axis Mundi, une chaîne dédiée au thème de l'alignement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Elsen, coach de vie et père aidant addiction chez Goodbye Dépendance. Il partage avec nous son expérience particulière de sevrage aux drogues dures et nous explique comment s'en libérer et retrouver sa liberté intérieure. Je vous souhaite une belle rencontre. Bonjour Xavier. Salut Liliane. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés dans le groupe Stratégie Vidéo et j'ai grand plaisir à t'interviewer sur ton parcours, un parcours atypique, parcours qui donne envie d'approfondir par quoi tu es passé, de comprendre ce qui t'a permis en fait de t'en sortir dans euh, ce chemin de sevrage et de délivrance, on va dire. Ouais, de libération, c'est De vraiment le mot. libération, voilà, Ouais, de ouais. libération. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le mot, c'est ça. Mhm. Donc, Xavier, tu proposes un service d'accompagnement pour les personnes qui ont souffert également ou qui souffrent encore d'addiction aux drogues dures. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, D'accord. je fais un parcours d'accompagnement. J'ai un parcours d'accompagnement. Je donne surtout, c'est du coaching quoi, que je propose. Parce que ce que j'ai trouvé, ce qui m'a vraiment le plus aidé dans mon parcours, c'est ce que j'appelle de la gestion de projet. C'est-à-dire qu'à un D'accord. moment donné, j'ai dû travailler sur mon autodiscipline et ma maîtrise de soi et de vraiment travailler comme si c'était le premier projet de ma vie, moi-même. D'accord. Est-ce que tu pourrais dire que c'est ça qui t'a permis de sortir en fait de l'addiction? En gros, c'est le principal ouais, c'est vraiment les choses principales qui m'ont permis de m'en sortir, c'est vraiment cette gestion de projet. Après ça, il y a aussi tout ce qui était à la racine du «problème» entre guillemets, qui fait que je pouvais pas, si on veut, je pouvais pas être bien sans quelque chose à l'extérieur de moi. Ça, c'est vraiment le profil du dépendant, quoi. Le Mhm. dépendant, il peut pas être bien face à lui-même et Mhm. bah, j'ai dû travailler vraiment cette blessure du dépendant. Donc la blessure du dépendant, c'est l'abandon. J'ai dû vraiment travailler là-dessus pour pouvoir m'en sortir, quoi. Ça, c'est à la racine. Mais une fois que ça, c'était réglé, après, il a fallu travailler sur le reste qui est la gestion de projet, quoi. Mhm. Alors, si ça t'ennuie pas, je serais curieuse de t'interroger sur ce processus en fait dans lequel tu t'es retrouvé finalement dépendant aux drogues dures, puisque tu me disais que quand on a préparé cette interview, tu me disais que auparavant tu n'aurais jamais pu imaginer que ça t'arriverait un jour. Non, jamais j'aurais pu imaginer ça. Hein, Hmm. quand j'étais jeune, j'ai eu des espèces d'addictions. C'est-à-dire que quand on a eu internet, à la maison, c'était assez tôt, c'était vers 95, quelque chose comme ça. Moi, j'avais, en 95, j'avais 13 ans, quoi. Quand on a eu internet, j'étais super accro à internet. J'allais sur des chats qui étaient visuels, ça s'appelait Le Palace à l'époque et j'avais eu une grosse addiction, à ça. J'étais jour et nuit là-dessus. J'allais sur ce chat, quoi. Et j'avais Hmm. des amis, j'avais des amis au Québec, j'avais des amis en France, j'avais des amis très loin de moi, mais jamais trop proches de moi, quoi. À Hmm. l'école, j'avais pas trop d'amis, hein, à ce moment-là, pas beaucoup et j'étais très, très réservé, très, très timide et Hmm. donc ce truc-là, ça m'a permis de nouveau, de pas être face à moi-même, quoi. C'était déjà une première addiction. Bon, ça s'est réglé assez facilement, mais j'ai jamais pensé que j'allais être addict à autre chose, quoi. Jamais. J'aurais imaginé. J'étais un peu le petit garçon modèle, quoi. Ah oui. Ouais, ouais, c'était un peu ça, quoi. Je commençais même très tard à boire de la bière ou des trucs comme ça, et c'est quand j'étais à l'UNIF que la première fois, je tirais sur un joint, quoi. À l'université, tu veux À dire? l'université, ouais. Oui, Bon, d'accord. à l'époque, j'étudiais, j'étais en polytechnique, quoi. Bon, D'accord. voilà, là, j'ai commencé à tirer un peu sur un joint et aussi à boire des bières de manière un peu plus, comment, en dépassant un peu les limites parfois, quoi, en étant, Hmm. voilà. Mais Ok. après ça, non, j'ai pas vraiment eu de dépendance ni d'addiction. Qu'est-ce qui a Et fait que tu as rencontré en fait sur ton chemin les drogues dures, que tu t'es tombé là-dedans? Quel a été l'élément déclencheur, on va dire? ben, donc moi, j'ai fait mon coming out déjà quand j'avais 19 ans à peu près.
Donc, je suis gay, je suis ouvertement gay, il n'y a pas de souci. Mais par rapport au milieu gay, j'avais l'impression que pour être accepté dans ce milieu et que c'était comme ça que ça fonctionnait, il fallait, via les sites de rencontres et tout ça, rencontrer beaucoup de gens pour pouvoir faire des plans sexe, quoi. Et je faisais effectivement, et ça, maintenant, c'est rétrospectivement, je me rends compte que j'avais déjà cette addiction-là, mais j'avais l'addiction de rencontrer des gens pour du sexe, quoi. Donc Mhm. j'avais parfois, ouais, c'était à peu près une fois par jour, je rencontrais une nouvelle personne, quoi, pour ça, quoi, pour des plans. Mais c'est que bien plus tard, donc vers mes 30 ans, où là, quelqu'un m'a un jour proposé des extasies pour pouvoir faire un plan. Il m'a appelé ça le plan, je dis toujours ça, le plan Chmfr. C'est HMFR. Ce qui veut dire en fait Chems Friendly. Mhm. Et c'est le plan chemsex dont on a entendu parler récemment avec l'affaire Palmade, quoi. Ah oui, Voilà, d'accord. c'est ça. Mhm. Et donc, c'est plan chems. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie chemical sex, donc plan sexuel sous drogue, Mhm. simplement. Mhm. Et donc, là, j'avais pris une ecstasy au départ pour commencer, et pour essayer. Voilà, ça m'avait plu. Puis plus tard, on m'a proposé de la cocaïne. Mhm. Et je me souviendrai toujours, le premier jour où j'ai essayé ça, je me suis dit, OK, tu as essayé la cocaïne, c'est cool, mais c'est une fois de temps en temps et ouais, très rarement. Mhm. Bon, bah, ça, c'est un serment d'ivrogne, hein, si on peut dire. C'est devenu de plus en plus fréquent, quoi. Donc, et forcément, parce que ça me plaisait beaucoup, ça me permettait de me désinhiber complètement. Bah, je restais quand même un peu timide à l'époque. Ça me permettait de complètement faire baisser, enfin, exploser toutes mes barrières, quoi. Mais vraiment exploser, quoi. Mhm. C'est devenu de plus en plus souvent, une fois par mois. Après, c'est devenu une fois par semaine. Et puis, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus souvent, quoi. À ce moment-là, c'était la cocaïne, quoi. Mhm. Plus tard, dans mon chemin, bah, on m'a proposé d'autres drogues, donc j'ai tout essayé, quoi. Il y avait, donc, j'ai déjà dit l'ecstasy, il y avait le GHB, GBL, donc c'est à peu près la même molécule, mais c'est le même effet. Bon, la GHB, on connaît, hein, c'est la drogue du viol, mais c'est ce qu'on met dans les boîtes de nuit, dans le verre de gentilles demoiselles pour abuser d'elles. Mhm. Si c'est avec un certain dosage qui est maîtrisé et un certain espace de temps, un certain laps de temps entre les prises, c'est OK, c'est une expérience agréable, quoi. Ça peut être agréable. Si on dépasse ce truc-là, on tombe dans les pommes, quoi. Donc ça peut être dangereux. Donc ce truc-là, le GHB, c'est devenu quelque chose d'assez assez fréquent aussi. C'est facile à trouver parce que ça se trouvait sur Internet Ah, facilement. ah oui. On pouvait commander en Allemagne, quoi. Maintenant, c'est super réglementé parce que forcément, il y a eu beaucoup d'abus, quoi. Mhm. Et je suis tombé aussi on m'a initié à la TINA, qu'on appelle, ça c'est le petit nom qu'on lui donne, hein. La TINA, c'est la crystal meth, la méthamphétamine. Bah, c'est une drogue qui, aux États-Unis, en tout cas, fait des ravages. C'est assez terrible parce que là-bas, c'est pas cher. Ici, c'est assez cher. Mais dans le milieu gay et dans le milieu du chemsex, c'était assez fréquent ici, quoi. Mhm. Mais au bout d'un moment, j'avais beaucoup trop de travail. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de Tu travail. Je devais travaillais dans le cinéma, c'est ça? Tu Ah oui, je travaillais. travaillais dans le milieu du théâtre en Belgique, comme comédien, comme metteur en scène, comme auteur, comme enfin, plein de trucs, comme Mhm. producteur aussi. Et Mhm. c'est une saison où j'avais énormément de spectacles, les uns après les autres. Donc, je passais ma journée à répéter. Le soir, bah, j'allais jouer au théâtre. Et en plus, c'était souvent des pièces très longues. Donc, je finissais vers 23h30 la pièce. Et après, bon, bah, et puis, je rentrais chez moi et je travaillais sur une pièce que j'étais en train de produire et dans laquelle je confectionnais les vidéos pour le mapping vidéo, quoi. Donc, la nuit, je devais encore travailler sur cette pièce-là en plus, quoi. Oui. Donc au départ, c'était pour tenir, en fait. Ouais, à ce moment-là, j'ai commencé à fumer la meth pour pouvoir me tenir éveillé parce qu'évidemment, elle n'empêche de dormir, quoi. Mhm. Donc, Mhm. c'est devenu un geste qui était hors cadre du chemsex, quoi. Mhm. Et là, je suis tombé dans une vraie, 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 vraie addiction. Mhm. Où ben, quand j'étais fatigué, ben, j'avais un déclencheur de fatigue qui faisait que je fumais, quoi. Et le problème avec la crystal meth, c'est qu'elle donne des envies sexuelles, elle fait penser au sexe, et donc je retournais aussi dans le chemsex, quoi, suite à ça. Ça a duré un certain temps quand même, où j'étais dans cet engrenage. Mhm.
Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir de graves problèmes parce que déjà, la personne avec qui je consommais avait des psychoses toxiques. Donc, en fait, il voyait des gens partout dans la maison. Ça devenait infernal. Et à un moment donné, moi, je me suis injecté, parce que je le prenais aussi en intraveineuse, hein. Je me suis injecté un produit de synthèse pour essayer de remplacer celui-là. Et là, il m'a fait passer de l'autre côté. Ah oui, Ouais, ça veut ça, dire c'était mon que premier tu es gros. rentré tu es rentré dans un coma, c'est ça? Je suis rentré dans un. Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est pas tout à fait une mort imminente comme racontent certaines personnes où elles voient le tunnel. Moi, je me suis retrouvé dans un espace noir complet et puis je sais pas ce que j'appelle, j'ai revécu la création quoi, au fur et à mesure. La lumière, non, d'abord il y a le verbe et puis la lumière et puis ensuite suite. Jusqu'à ce que j'ai des sensations, j'ai récupéré les sensations au fur et à mesure, jusqu'à ce que je revienne dans ce monde-ci. Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans un autre monde, quoi. Enfin, un autre monde à côté, comme ça. Hmm. Je sais pas l'expliquer autrement. Mais quand je suis revenu, j'ai eu très peur, quoi. J'ai eu très, très peur. Ça a été, voilà. Ensuite, on m'a emmené aux urgences. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça a été un des gros déclencheurs pour me dire que là, j'allais trop loin, en tout cas. Hmm. Hmm. Et Hmm. ce n'est que le début, finalement, dans mon cheminement. Ah oui, Parce que c'est bien d'avoir la décision de s'en sortir. Après, il y a tout le boulot pour le faire. ouais, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu mettrais comme conseil ou plutôt mise en garde pour les jeunes qui seraient tentés d'essayer ou qui sont peut-être en train d'explorer tout ça, mais qui sont pas encore conscients des dangers qui se préparent pour eux? Hmm. Ouais, c'est Enfin, jeunes et difficile. moins jeunes, hein, je dis jeunes, mais ça peut être des moins jeunes. Ouais, 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 bien sûr. Bah, ouais, comme quoi, enfin, moi, ça arrivait à 30 ans, mais j'ai vu des gens à qui ça arrivait, ils ont commencé à 45 ans, quoi, des choses comme ça. Et des plus jeunes aussi, parce que ça fait quand même des ravages en ce moment, hein, vraiment. Vraiment, Hmm. vraiment, vraiment. Ben, moi, je dirais, je dirais que la première chose importante, ce serait de se poser la question, est-ce que c'est OK avec qui je suis? Est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose qui me plaît? Est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose qui me fait du bien? De se poser les bonnes questions à temps, quoi. Hmm. Est-ce que ce serait pas bien que j'évite de passer dans ces enfers-là, quoi? C'est peut-être Hmm. pas nécessaire. Hmm. Enfin, j'ai l'impression, moi, en tout cas, de les avoir traversés, je regrette rien, hein, vraiment. Je regrette pas d'avoir traversé ces trucs-là parce que ça m'a construit, ça m'a permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir en parler. Et certainement, ça m'a appris énormément de choses. Mais je suis aussi là pour mettre en garde pour pas que les gens aient à passer par là. C'est pas nécessaire, quoi. Ouais, parce que c'est Il y a beaucoup des... de souffrance C'est quand ça. même. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ouais, ouais. une vraie souffrance d'être enchaîné comme ça à ce besoin et puis de ne pas réussir à vivre sans ça, en fait. Ah non, c'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Et sans compter effectivement les dégâts hein, sur le plan de la santé, sur le plan biologique, sur le plan bien sûr psychique, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, parce que social, sur le ça plan peut emmener très social. loin. Il y a des dégâts qui peuvent être irréversibles. Moi, j'ai de la chance, quoi, parce qu'en 10 ans, je suis bien encore physiquement, ça va, quoi. Oui. Oui, parce que j'ai Et entendu dire qu'il y avait quand même des personnes qui basculaient dans des psychoses ouais. installées après, hein, qui devenaient schizophrènes ou qui devaient vraiment avoir une médication à vie parce qu'il y avait vraiment une rupture avec l'état, on va dire, classique d'avant, hein, l'état normal d'avant. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment qu'au niveau, au niveau, en tout cas, de leurs neurones, tout ça, au niveau de leur cerveau, en tout cas, il y a des dégâts, quoi. C'est vrai. J'ai vu pas mal de gens avoir, en tout cas, des psychoses, des choses comme ça, qui se sont installées sur la longueur. Et moi-même, j'avais quand même une paranoïa qui a duré très longtemps, même après le sevrage, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Qu'est-ce qui t'a Euh, permis de te libérer complètement de ces conséquences sur le plan psychique? Comme je partage sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment le développement personnel et la spiritualité qui m'ont permis Mm. de me rééquilibrer, de me réaligner, parce que c'est le Mm. cas c'est ça qu'on parle Oui, sur ta chaîne. tout à fait. Ouais, ouais. Donc, en Ouais. fait, voilà, toi, tu as trouvé ton alignement par cette ouverture spirituelle. Ouais. Tu l'avais déjà, j'imagine, cette quête. Hmm. C'est une question, hein. Ah, c'est intéressant parce que c'est de l'œuf ou la poule, je ne sais pas. C'est un peu ça, quoi. Qu'est-ce qui était en premier? Je me demande, je sais pas.
la spiritualité, non, je me posais pas de questions avant ça, en fait. D'accord, Je d'accord. pense que vraiment, comme je dis, hein, cette espèce de truc où j'étais dans un monde à côté, Ouais, c'est un des premiers moments où je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose. Ouais. Où je me suis permis de penser et de croire qu'il y avait autre chose. d'accord. Il y a autre chose. Parce que j'en suis persuadé. Parce que je l'ai vécu. Et que je vis toujours ma spiritualité aussi maintenant d'une manière. Comment tu peux dire j'ai une spiritualité, quoi. Avant, je n'en rêvais vraiment pas. Je ne me posais pas ces questions-là. Je pensais quand même ce qui se disait dans les textes. C'était des conneries, quoi. Maintenant, Alors, j'ai un autre regard, quoi. C'est clair que j'ai un autre regard. alors pour toi, la spiritualité, c'est quoi? C'est quoi ta définition à toi? La définition de la spiritualité, ce serait bah, que je m'ouvre à que je suis plus que du matériel, quoi. Mmh. Il y a plus que de la matière. Je suis une âme, je suis Mmh. effectivement ce corps physique, et il y a beaucoup plus grand que ceci. Et que pour moi, c'est ce qui m'amuse souvent, même dans la vie de tous les jours. Parfois, je regarde le monde, je fais ah ouais, mais c'est fou parce que ça, c'est une poussière c'est vraiment 0,00001% de possibilités dans les expériences qu'il est possible de vivre. Mmh. Ouais, c'est un peu comme si tu avais mesuré l'échelle en fait de ton existence dans tout l'univers, quoi. Ouais, ouais, ouais. Cette Ouais. expérience humaine, c'est juste une micro-expérience parmi les milliards et les milliards et les milliards et les milliards d'autres possibilités qui existent, quoi. Ouais, c'est assez amusant. C'est assez grisant. Et du coup, maintenant que tu es sorti donc de tous ces artifices, on va dire, hein, de toutes ces substances qui te pouvaient éventuellement te faire sentir cette dimension, on va dire, hein, cette dimension un peu existentielle. Comment est-ce que tu nourris une spiritualité constructive, une spiritualité à la fois incarnée et positive? Ah, comment est-ce que oui, dans mon cheminement, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui se sont, même mises devant moi comme ça. L'alchimie, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai eu beaucoup de questionnements à ce propos-là et j'ai eu aussi beaucoup de questionnements sur l'hermétisme. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et moi-même, dans mon cheminement, bah, c'est les travaux que j'ai fait sur les blessures. Pour moi, c'est un travail de transformation alchimique. J'ai transformé mon plomb en or. Et j'ai Mmh. appris via ce processus-là, via la correspondance, à pouvoir l'adapter à d'autres choses, quoi. Simplement que, par exemple, je sais pas, moi, si j'ai un échec dans ma vie, ça c'est du plomb, mais je peux en faire de l'or en apprenant de cet échec, par exemple. C'est un peu Mmh. la résilience, quoi. Mmh. Je vois ça un peu comme ça, mais maintenant, plus loin, bah, sur mon chemin m'a été mis aussi. Qu'est-ce que je peux en parler de ça? Attends, je sais pas encore. Écoute, si jamais. Ouais, je sais pas. Comme tu veux. Sans Bah, je toi, suis entré sur mon chemin est arrivé l'ordre de la Rose-Croix aussi, donc je suis Mmh. rosicrucien. Et ça, ouais, ça m'aide aussi. Mmh. Avant, dans ma spiritualité, j'allais chercher partout des trucs. Et donc, j'avais pas les choses dans le bon ordre. Et maintenant que je Mmh. suis dans un ordre, Mmh. je les reçois dans l'ordre. Ouais. Et ça m'aide beaucoup. Ça m'aide aussi à me réaligner dans le fond. C'est un Mmh. peu, OK, c'est Mmh. bon. Step C'est by step. un peu comme si c'était un contenu plus structurant pour toi d'avoir Ouais, voilà, affaire à cette, oui, comme tu dis, l'ordre rosicrucien, c'est un ordre qui a, entre guillemets, préparé ce travail de synthèse et rassemblé, en fait, hein, ouais, c'est ça. Ouais, la matière, entre guillemets. ouais, c'est ça. Ça me donne. Je suis plus éparpillé dans ma recherche, quoi. C'est Mhm. simplement que ici, oui, je reçois donc cet enseignement qui est via des monographies. Je les reçois, bah, j'en ai 4 à étudier par mois, puis j'avance comme ça. Et ça me permet en fait de lâcher beaucoup de pression aussi au niveau de ma recherche. Mhm. Ce qui avant, bah, cette quête alchimique, elle est complètement, enfin, c'est hallucinant parce que c'est tellement plein de symboles, tellement plein de trucs. Bah, parfois, on s'y perd et c'est ce qui fait aussi qu'on s'y retrouve. Mhm. C'est le Mhm. but, quoi, d'être complètement paumé pour lâcher le mental, pour pouvoir aller dans une direction. Mais ici, Mhm. ça me donne vraiment.
beaucoup de plaisir en tout cas. Et bah, ça m'apaise, ouais. Une paix Mm. profonde, quoi. Mm. Ouais, Oui, on pourrait dire qu'un des signes que tu as une spiritualité vraiment incarnée, c'est cette paix finalement, c'est d'avoir ouais. acquis cette paix. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est super important. Mm. Parce qu'il y a toujours, ouais, une espèce de avant, j'étais très éparpillé. Je suis un peu toujours éparpillé, mais je retrouve vachement plus mon chemin, en tout cas. Mais ce qu'il y a dans cette paix, oui, c'est par rapport même à la consommation, quoi. Je peux Mm. pas être en paix avec moi-même si je suis tout seul face à moi-même, avant. Maintenant, j'ai appris ça, c'est que à être complètement en paix avec moi, à m'aimer d'un amour inconditionnel, Mm. en fait, c'est là que je trouve cette paix, quoi. J'ai pas besoin de quoi que ce soit à l'extérieur de moi pour être bien. Je me sens complet, quoi. Mm. Ouais, C'est super, ouais. ouais, c'est ça. Tu es toujours comédien? Bah, bon, bah, j'ai arrêté d'exercer ce métier-là, et en tout cas de travailler intensivement pour pouvoir faire enfin, créer des pièces, tout ça. Donc, via ma chaîne YouTube, je continue de jouer la comédie. Ouais, Donc mais aujourd'hui, ton activité essentielle, c'est l'accompagnement. ouais, c'est ça, c'est l'accompagnement et voilà, de faire grandir ma chaîne petit à petit. Je crée bah, je crée mon business petit à petit avec ça, mais enfin, mon entreprise, comment est-ce qu'on dit? Enfin, je Ouais. suis sur un chemin En entrepreneurial, tout quoi, cas, voilà. voilà, ton service, quoi. Hein, Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. fais un service finalement. Je Voilà. préfère pas l'appeler un business parce que, je sais pas. Oui, ça reste un business, hein, mais j'ai trop l'impression de vendre des tapis si je dis ça. Je- C'est pas le cas. Mais je suis content aussi, ça, d'avoir trouvé. euh, je suis content d'aller dans cette direction-là, quoi. Il me manquait cette valeur-là dans tout ce que je faisais avant. Cette valeur Mhm. pour aider un peu les autres et aider le monde, quoi. Et Mhm. j'ai l'impression d'y trouver ça parce que ce que j'ai trouvé au final pour m'aider moi-même, c'était plus simple que ce que je croyais. Cette gestion de projet dont je parlais au début, quoi. C'était Mhm. plus simple que ce que je croyais. C'est juste que je suis pas né avec le mode d'emploi de mon cerveau. On me l'a pas non plus mis vraiment sur mon chemin. Il a fallu que je cherche un peu à gauche à droite. Mhm. Mais une fois que j'ai trouvé ça, bah après c'était d'une simplicité sans nom de pouvoir rester sobre en réalité. Alors, si j'ai bien compris, la gestion de projet, c'est définir des objectifs et mettre en place une, une discipline, Ouais, une sorte de routine de travail qui soit équilibrante, qui soit satisfaisante pour voir qu'on avance vers la réalisation de son projet et donc de passer à l'action et de structurer ce passage à l'action, c'est ça? ouais, certainement. Ouais, ouais, ouais. Et c'est même un des outils que j'apprends maintenant seulement dans ma vie de life coach, hein. Bah, c'est les outils SMART. On a souvent entendu parler là. Oui. Attends, non, c'est dans quel sens? C'est bon, soit. Les outils SMART, c'est-à-dire qu'il faut que se créer des objectifs mesurables, atteignables, que je puisse vraiment faire moi-même tout seul et enfin, que ce soit possible. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait. C'est d'abord se mettre des petits objectifs. J'ai dû me mettre au tout départ des premiers objectifs qui étaient simplement d'abord 3 jours, 7 jours, sobre, puis 21 jours pour m'ancrer cette nouvelle habitude. Et cette gestion de projet, ben, ouais, j'ai utilisé beaucoup d'outils de gestion de projet pour pouvoir m'aider à m'en sortir, quoi. Comme Mhm. simplement faire de mon agenda. Dans mon agenda, je mets une tâche et quelle qu'elle soit, si je l'ai notée, je dois honorer cette tâche-là. Je peux pas annuler un rendez-vous moi-même ou quoi que ce soit. Je dois respecter mes engagements, quoi. À Mhm. partir du moment où je m'habitue à honorer tous mes engagements, même les plus petits, et ça peut être simplement, je vais acheter des courgettes au magasin à midi, quoi, hein. Je le fais, quoi. Et à partir du moment où je m'habitue à honorer tous mes engagements, même les plus petits, après, ça devient facile d'honorer l'engagement de rester sobre, finalement. Mhm. Mais c'est un travail qui se fait sur d'autres choses que la sobriété, en réalité. Je dois mettre mon focus ailleurs, quoi. Et c'est apprendre comme un nouvel art martial qui est de respecter ses engagements, quoi. Il n'y a que comme ça que je peux m'en sortir, en fait. Oui, oui. Parce qu'avant ça, j'étais trop habitué à faire le contraire. Je me disais,
«Allez, allez, il faut pas que je prenne la drogue ce soir» et puis, bah, voilà, j'en prenais forcément et je me sentais mal. C'est un engagement que j'ai pas honoré, donc je me sens mal avec moi. Enfin, il y avait beaucoup de culpabilité derrière ça et toute cette culpabilité-là, bah, c'est ce qui nous empêche d'avancer, en fait. C'est ce qui m'a Mmh. empêché beaucoup d'avancer. Mmh. Mmh. Tu me parlais aussi de la première étape, en fait, qui a consisté à identifier les blessures de l'enfance. Ouais, ouais. Alors pour nos auditeurs, on peut préciser que en réalité, ça fait partie de l'expérience humaine, la blessure Ouais, psychologique. ouais. Aucun être humain peut se prévaloir de n'avoir aucune blessure psychologique. Simplement, chez certains, elle est plus grande ou certains vont cumuler différentes blessures et parfois vont avoir moins de, on va dire, moins de ressources, entre guillemets, pour les transcender, pour les dépasser, quoi. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'approche particulière qui t'a permis en fait déjà de prendre conscience de ces blessures et finalement de faire un chemin pour les dépasser? Ah oui, oui, bien sûr. J'avais été accompagné, par un coach, Mhm. c'était même pendant Covid, qui m'a fait faire un travail particulier sur mon père, à ce moment-là, où, voilà, c'était un travail en plusieurs étapes. C'est un travail de libération, comme il appelait ça et c'était, oui, c'était principalement pour observer, en tout cas, d'abord la vie de mon père, faire en sorte la première étape, ça je peux la dire, c'est vraiment faire tout ce que je lui reprochais. Les autres étapes, je préfère pas les révéler parce que sinon c'est spoiler. Oui, Mais en tout ouais, cas, c'est un travail qui se fait, sur un des 2 parents et qui ouais. permet au fur et à mesure de prendre conscience de ces blessures. Qu'aussi au niveau transgénérationnel, elles sont là, quoi. On a Mhm. hérité de vieilles blessures qui sont là depuis des générations et qui se sont transmises comme ça, via notre éducation et via quelque chose de plus grand certainement, via des canaux, évidents, quoi. Et c'est pas non plus, uniquement de père en fils ou de mère en fille, mais il y a aussi l'éducation qu'on nous donne à l'école, quoi. C'est vraiment Mhm. c'est au-delà de ça, quoi. Il y a le contexte géopolitique, il y a tout, tout qui nous conditionne à avoir ces blessures-là, quoi. Mhm. Voilà et voilà, c'est en tout cas une belle prise de conscience à travers ce travail-là qui m'a permis de voir ma blessure de rejet, d'affronter cette blessure de rejet, de me pardonner par rapport à ça et de pouvoir en faire quelque chose, quoi, Mhm. pour qu'elle ne me, contrôle plus. À côté de ça, il y a aussi ma blessure d'abandon dont j'en ai parlé, quoi. C'est assez important, qui fait que je peux pas être bien sans rien à l'extérieur de moi et je ne peux exister que dans le regard de l'autre, Mhm. en essayant de plaire, en essayant d'être quelqu'un d'autre, en fait. Et alors oui, chez moi, il y avait aussi la blessure de trahison qui était importante, qui faisait que j'étais un contrôlant, quoi. Mhm. Mmh. Mhm. Et oui, et cette blessure de rejet, c'était aussi un élément clé parce que le rejeté fuit et il fuit dans des paradis imaginaires et moi je fuyais dans la Mhm. drogue, quoi. Mhm. Pour ne pas, vivre cet instant présent et aussi fuir, Mhm. me fuir moi, quoi. Ouais, Oui, ouais. oui, se rejeter soi, en fait, Ouais, c'est c'est ça, ouais. une façon de fuir sa propre vie, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Que le rejeté, évidemment, mais il se sent rejeté, donc c'est une illusion, mais il se sent rejeté de tout le monde. Il voit que ça, donc je voyais que ça, je voyais que Mhm. j'étais et quand j'étais rejeté, je fuyais. En plus, bah, moi j'acceptais, si on veut, avec ces blessures de rejet, j'acceptais, je me disais: «Bah oui, je vaux pas le coup, quoi». Mhm. C'est ça, c'est normal, je suis rejeté parce que je vaux pas le coup. Oui, oui, c'est comme si tu t'auto-dénigrais en permanence, puisque en fait, on t'avait Ouais, rejeté. ouais, c'est Ou ça. en tout cas, toi, tu as ressenti, voilà, tu as ressenti comme un processus de rejet que tu Mmh. as intégré, et donc du coup, tu justifiais ça en te disant, bah, je vaux rien puisqu'on m'a rejeté dès le départ. Donc, Ouais, 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 c'est ça. ouais, c'est ça. Cette autodestruction, je la vois un peu, venant de là, quoi. Hmm. Ça, Est-ce c'est qu'aujourd'hui, clair. tu peux dire que tu as pu te libérer complètement de l'empreinte de ces blessures? Ouais, je me sens très fort libéré de ça. Super. Vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très fort. Parce que par après, j'ai fait le travail sur ma mère, je l'ai fait seul par contre. Voilà, j'ai fait les 2 faces et voilà, j'ai fait ce travail et ouais, ça a libéré beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, je peux dire sans hésitation que je peux être bien ici et maintenant en claquant des doigts, quoi.
j'ai plus besoin de quoi que ce soit à l'extérieur de moi pour être bien. Je peux aussi pleinement accepter d'être rejeté par quelqu'un, sans me dire qu'en fait, je suis une mauvaise personne ou que je suis nul, Mmh. et sans devoir fuir. Je peux Mmh. accepter pleinement d'être rejeté. Je peux aussi, de la même manière, accepter pleinement de rejeter et de Mmh. pas être OK avec quelque chose. Ça fait partie aussi du boulot, quoi. Mmh. Hem, ouais, toutes ces facettes-là, ça m'a permis vraiment de m'aimer d'un amour inconditionnel, comme je dirais. Je suis Mmh. autant mon ombre que ma lumière et Mmh. c'est génial, quoi. Mmh. Ouais, C'est ouais, ça. ouais, ouais. Une pleine acceptation de qui tu es, qui est Ouais. juste, entre guillemets, «parfait», qui a pas besoin d'être différent, qui est Ouais, celui ouais, qui est, quoi. ouais. Voilà. J'aime bien ça. C'est comme tu dis, ce truc, je suis parfait dans mon imperfection, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, Ouais. tu peux, à partir de là, tu peux rayonner qui tu es, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il y a plus à se cacher derrière des masques, mmh. Non, il y a plus à se prendre la tête sur, «Tiens, est-ce que c'est OK ça?» Enfin, est-ce que le seule question à se poser, c'est: «Est-ce que c'est OK pour moi, dans le fond? Est-ce que je suis aussi parfaitement intègre vis-à-vis des gens?» Je sais pas, hein. Voilà, enfin, il y a une des me je suis quand même éthiquement aussi responsable, j'ai envie de dire. Mmh. Je vais pas faire du mal à quelqu'un, quoi, je ça même si je serais OK avec ça, non. Voilà, je suis pleinement, moi-même et j'ai envie de faire le bien, quoi, là. Mais pas pour plaire, quoi, c'est juste parce que, ouais, j'aimerais bien que d'autres personnes vivent ça, quoi. Mmh. Ouais, emmener des gens jusque-là, c'est cool, quoi. Et oui. À ton avis, il faut combien de temps pour pouvoir sortir, d'addiction à des drogues dures? Ça va dépendre de chacun, hein. Mmh. Moi personnellement, ça m'a pris, bout à bout, hein, j'ai l'impression que ça m'a pris 2 ans, un peu plus de 2 ans, Mmh. de vraiment mettre le dernier coup, quoi. Mmh. Jusqu'à ce qu'il y ait le dernier coup. Donc Mmh. c'est un cheminement de 2 ans à errer, dans tous les sens, à rechuter, parce que ça fait vraiment partie de la réussite, cette rechute. Elle Mmh. est primordiale parce que sans elle, je peux pas apprendre comment enfin, je peux pas apprendre. Il y a toujours des nouvelles choses dans la rechute. Ça, c'est donc ça peut prendre beaucoup de temps, comme ça peut être un déclic qui se fait immédiatement. Mmh. Heu, ça pourrait en fait, être immédiat. Ça pourrait, mais ce sera jamais le cas, je crois. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais avec ma prise de conscience, je me dis: «Ah ouais, ouais, en fait, moi aussi, j'aurais pu le faire directement». C'est vrai, ouais, mais il y a que moi qui pense que voilà, je pense ça pour moi, quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Si tu te souviens de celui que tu étais, donc aujourd'hui tu as 40 ans, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Voilà, si tu te souviens celui que tu étais à l'âge de 15 ans, que dirais-tu en regardant ce jeune homme de 15 ans? Mmh. Bah, bon, il y a une phrase qui m'a beaucoup aidé aussi pendant mon cheminement, hein, c'était de Winston Churchill. Il disait: «Si vous traversez les enfers, continuez d'avancer». Ça m'a énormément aidé, mais je crois que je dirais simplement à la personne que j'étais, quand j'avais 15 ans. C'est, «T'inquiète, tu vas traverser les enfers, mais continue d'avancer». Clin d'œil, clin d'œil. De toute façon, on est là. On Ouais. Tu es on pas est tout là. seul, quoi. Tu es pas tout seul, ouais. Tu es vraiment pas tout seul. Ouais, ouais, ouais. Ouais, les moments où ça touche le fond, ça rebondit. Ouais, Enfin, dans ouais. mon histoire. C'est ce que je dirais à moi-même, c'est: «Ouais, ouais, t'inquiète, ça va être chaud, hein, mais vas-y, vas-y, vas-y». OK, super. Est-ce qu'il y a encore un autre message que tu aimerais faire passer de ton expérience et sur ton activité? Ouais, oui, ce que j'aimerais passer, on en a peut-être déjà un petit peu parlé, c'est effectivement, je dis ça à mon moi de quand j'avais 15 ans. Mais le moi de quand j'avais 15 ans, il a fait ces expériences-là pour pouvoir aujourd'hui partager quelque chose. Mmh. Mmh. Et le but de partager quelque chose, c'est que vous fassiez pas le même trajet dans les enfers. On n'est pas forcément obligé de les traverser. On n'est pas forcément obligé. Mmh. Pas du tout. Tu voudrais épargner, en fait, hein, ceux qui sont tentés par, Ouais, ouais, une ouais, ouais, telle ouais. voie. Tu sais à quel point il y a des risques, des dangers et tu voudrais, Ouais, ouais. les mettre en garde, quoi. Mmh. À quel point, c'est pas nécessaire que ce soit comme ça pour tous, quoi. Mmh. Mais voilà,
je suis passé par là. Allez-y, inspirez-vous. Si ça vous inspire, tant mieux, quoi. Au Mmh. moins, ben, vous n'aurez pas à les traverser si ça vous inspire. Mmh. Ouais. Est-ce que tu penses que les autres formes de dépendance, par exemple, dépendance aux jeux vidéo, dépendance au sexe, dépendance au sucre, dépendance au tabac, etc., ou à l'alcool, relèvent du même processus? Ouais, j'ai l'impression, là je parle vraiment toujours que de moi, hein, sans me donner de généralité, mais oui, oui, il y a je sens la même source. Parce que, Mmh. comme je disais tout à l'heure aussi, que ma première addiction, vraie, c'était à Internet et c'était à créer du lien comme ça, de cette manière-là, quoi, avec Internet, quoi. Et donc, ça m'a permis, enfin voilà, j'étais complètement hors de moi. Ça reste que, aussi dans ma famille, il y a d'autres types d'addictions. Et je vois bien que c'est la même source vu que j'ai fait le travail pour l'observer. Mmh. Là, je ressens en tout cas ça. Et dans mon travail aussi pour rester sobre et même plus loin, je me suis aussi libéré de pas mal de choses, dont du superflu un peu comme ça. Je fais du jeûne intermittent, par exemple. Je trouve que c'est un peu pareil, quoi. Je fais du jeûne intermittent, mais je fais le OMAD, donc c'est un repas par jour, quoi. Mmh. Ben parce que je sens que quand je mange un peu plus que ça, quand je mange matin, midi, j'ai l'impression que je fais que bouffer, quoi. Mais j'ai plus ce rapport-là bah, je sais pas, à la consommation, en tout cas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, Cette notion de devoir consommer pour se sentir bien. Consommer ouais, quelque c'est chose exactement ça. pour se sentir bien. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais. Oui. Donc j'imagine que tu peux, en ayant acquis ça, en ayant développé ça, tu peux accompagner toute forme de dépendance. Ouais, 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 Ouais. ouais, ouais. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu accueilles différentes formes de dépendance Oui, de oui, oui. gens? Ouais, c'est le cas parce que enfin, j'ai eu un peu plus souvent des gens qui venaient pour problème d'alcool. Et au final, j'ai quand même eu une personne qui est venue un peu dans le coaching, un peu par hasard, entre guillemets. C'est arrivé comme ça, mais c'était pour la dépendance affective. Hmm. Et le travail a beaucoup aidé. Ouais, Hmm. pareil. Super. Ça reste même chose. Hein. Je peux pas être bien sans l'autre, quoi. C'est C'est ça. ça. Hein. C'est mon produit, c'est lui, ma drogue, quoi. C'est Hmm. ça. Ouais. Donc Waouh! tu accompagnes depuis cette année, c'est ça? Depuis le mois de Oui, janvier? depuis le mois de janvier, voilà, je débute. Voilà. Donc tu es basé à Bruxelles, Oui, à Bruxelles, mais tu accompagnes tous les francophones. tous les francophones. Pour l'instant, j'ai que des gens qui ont pu vraiment venir à la maison, et c'est ça. Je n'ai pas encore fait vraiment en visio, mais je peux faire en visio si jamais. Hmm. Ouais. Alors rappelle-nous le nom de ta chaîne. Ah, ma chaîne, c'est Goodbye Dépendance. Ouais. Voilà, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur les trois. Sur Instagram, mais ouais, sur Instagram, je suis moins présent. Ok. Mm. Ben, bravo Xavier déjà pour le cheminement, pour nous partager vraiment en toute simplicité, en toute transparence tout ça, parce que c'est très riche et en même temps c'est courageux de l'assumer et puis de t'exposer. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi, ça me fait grand plaisir. Ah, donc ça me fait plaisir. Merci. C'est une Merci beaucoup, opportunité. Xavier. Merci à toi. Et puis je te souhaite vraiment beaucoup de réussite dans ce chemin d'accompagnement des autres et de pouvoir épauler et pouvoir aider à la libération, hein, surtout de ces personnes qui sont passées ou qui sont en train de passer parce que tu as si bien connu. Mm, mm, mm. Ouais, merci beaucoup. Voilà, plein de réussite à toi, Xavier, et merci. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi. À Belle journée. bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao, Salut. ciao.